comme je suis à la veille de mon Septuagénat, je vais utiliser le tableau vert et la craie. Je suis vieux. Voilà. Et c'est pour ça que, face à la présentation de... vous avez compris mon ironie tantôt quand j'ai dit que ceux qui pensent coûtent cher. Mais je vous dirais que ça dépend qui on veut faire penser. Et la même chose par rapport aux médias sociaux dont je suis... enfin, je suis un ordinosaure, vous comprenez? J'apprends avec l'entourage jeune que j'ai à les utiliser, mais pour moi, les pétitions qu'on signe en cliquant, les clics, tout ça, n'a de sens que si la place Tahrir se remplit. Et le 29 novembre, si la place Tahrir ne se remplit pas, ben les médias sociaux, ils me font chier. Voilà. Parce que je trouve qu'on est dans une société où il ne faut pas déranger les gens. Quand j'entends des gens dire « Oh non, encore une élection », merde, on fait ça une fois par année, sortir 10 minutes de la maison pour aller mettre un X sur un bout de papier. C'est épouvantable ce qu'on nous fait faire. On est dans une société non seulement individualiste, mais en plus paresseuse. La démocratie participative, c'est l'envers de ces deux choses-là. Je trouve que Florence a beaucoup parlé de la collectivisation. Mais la collectivisation, ça demande de se lever de sa chaise puis de mettre un pied devant l'autre. Et du côté de l'État, c'est de reconnaître aussi ces gestes-là. Donc, de les soutenir, parce que c'est plus que juste mettre des... moi, je trouve que les pétitions qu'ils mettent sur le site Internet, là, c'est juste pour se donner bonne conscience. On a mis les pétitions, vous n'avez pas signé. Ah! Mais, au-delà de ça, faire que la démocratie participative apporte des résultats, ça coûte de l'argent. Mais je vous jure que ça coûte moins cher que d'engager une firme de communication qui va venir s'organiser pour que notre gouvernement ait bien communiqué, pour que ses décisions soient acceptées. Ça, je vous le jure. Je l'ai vécu quand on était à la ville. Donc, on avait... Il faut que vous sachiez que quand on est arrivé au pouvoir, il y a 25 ans, ce mois-ci. On fête ça mardi prochain, d'ailleurs. Il me semble que, mon Dieu, quand il passe cette date. Donc, quand on est arrivé, le numéro 1, l'article numéro 1 du programme du RASPOP, du Rassemblement populaire, c'était de mettre en place des conseils de quartier. Le Rassemblement populaire s'est présenté aux élections municipales à Québec pour justement abattre ces gouvernements qui ne font que ce qu'ils veulent et vous nous avez élus, attendez dans 4 ans, vous n'êtes pas contents. C'était contre ça, d'abord et avant tout, qu'on se battait. On voulait que dans 4 ans, il y ait une place pour que les citoyens définissent leur ville et agissent en fonction de ce projet de ville-là. Le conseil de quartier, il y a un certain nombre de principes au niveau du conseil de quartier qui sont fondamentaux dans ce qu'on avait mis en place. Ce que je vous raconte là, puis les conseils de quartier d'aujourd'hui, là, c'est deux mondes. Parce que ce qu'on a fait inscrire dans la Charte de la Ville de Québec, qui fait que ça prendrait une décision de l'Assemblée nationale pour abattre les conseils de quartier à Québec, ça, c'est une chose. C'est-à-dire que ce qu'on a mis dans la charte, c'est la coquille. Si je veux les rendre inopérants, je les vide. La coquille est là. Mais ils ne peuvent plus rien faire. Parce que pour qu'un conseil de quartier fasse quelque chose, ça y prend un support de l'administration. Et ça a été petit à petit amenuisé, sans trop que ça paraisse. Parce que tu n'as pas besoin de décision par rapport à ça. Tu coupes un peu le budget. Au lieu de mettre 12 fonctionnaires, tu en mets 3. Puis les rencontres, par exemple, quand les conseils de quartier veulent rencontrer quelqu'un d'un service municipal, c'est défendu maintenant. Le fonctionnaire ne peut pas.
ça ne peut plus embarquer dans sa définition de tâche. Donc, on vide tranquillement le conseil de quartier de ses outils de travail et de son soutien par l'administration. Donc, le premier élément, c'est que les conseils de quartier, c'est quelque chose qui devait être volontaire. Alors, pour que le conseil de quartier soit volontaire, on avait institué la règle à peu près suivante, c'est-à-dire que, attends, je vais partir un petit peu en avant. Qu'est-ce qu'un quartier? Moi, je suis un gars de la Beauce-Ville qui vivait dans Saint-Roch puis qui a émigré dans Saint-Sauveur. Il y a de ça 40 ans. Moi, je sais où commence et où finit le quartier Saint-Roch et je sais où commence et où finit le quartier Saint-Sauveur. Un individu de Charlebourg ne sait pas ça. Moi, je ne sais pas le quartier Saint-Rodrigue, où il commence, où il finit. Un quartier, c'est quelque chose qu'on définit dans sa vie quotidienne. Le quartier, c'est l'espace que j'occupe dans ma vie quotidienne. Et là où je vais faire mon épicerie, où je vais aller au parc, où je vais aller dans des activités collectives. Donc, plus on est dans des quartiers où les activités sont collectivisées, moi, je n'ai pas de grande cour. Donc, mes enfants, ils allaient jouer au parc. Je n'ai pas de piscine dans ma cour. Donc, les enfants allaient à la piscine municipale. Ils allaient au pétro. Ils allaient, donc, dans mon quartier, on utilise énormément les outils collectifs. Ce qui fait que la définition géographique du quartier commence très, très, très jeune. L'école est dans le quartier. Les amis de mes enfants sont dans le quartier. Je ne fais pas de taxi à fin de semaine pour aller les conduire. Tout se passe dans le quartier parce qu'il y a plein d'équipements collectifs, parce que nous utilisons des équipements collectifs. Le citoyen qui a son cinéma maison, qui a sa piscine dans le cour, qui a son parc en arrière de la maison, puis qui va faire son épicerie chez Walmart, il ne sait pas ce que c'est qu'une vie de quartier. Donc, la connaissance, la compréhension d'un espace appelé quartier est moins présent. Ce qui fait que plus on s'éloigne des quartiers anciens, plus on s'en va dans les banlieues, moins la notion de quartier existe. Ça a fallu que l'administration municipale en impose une d'une certaine façon. Au centre-ville, les quartiers y étaient définis. Quand on est arrivé, quand on a inscrit ça dans la loi, la première chose, ces quartiers étaient tous connus. Quelqu'un de Saint-Jean-Baptiste, il sait où ça commence, il sait où ça finit. Quelqu'un du Vieux-Québec, il sait où ça commence, il sait où ça finit. Limoilou, c'est pareil. Mais dès qu'on s'en va, le Bourgneuf, je sais pas où. C'est-tu... Puis c'est quoi? Ouais, c'est un chat d'achat. En tout cas, toujours est-il que les quartiers sont définis par l'administration et on les distribue sur une carte. Dans chacun des quartiers, pour que le conseil des quartiers soit volontaire, il y a une procédure. Il faut que quelqu'un, quelque part, un citoyen, décide de lever une pétition pour demander à ce que l'on mette en place une procédure pour créer un conseil de quartier. Donc, première étape, pétition. Et si cette pétition-là a X citoyens, bien là, OK, l'administration doit mettre en place la procédure. Alors, cette procédure-là, on avait même inscrit, ça a un petit peu changé, là, mais on avait inscrit à l'époque que chaque année, le conseil de quartier devait rechoisir de conserver son conseil de quartier. Il pouvait y mettre fin ou demander qu'il continue. Ça, c'est à l'Assemblée annuelle du Conseil des quartiers. Une fois que cette pétition-là est assez importante, l'administration annonce à ce quartier-là qu'il y aura Conseil des quartiers et qu'il va y avoir une Assemblée générale pour mettre en place les procédures et expliquer le fonctionnement de ce Conseil des quartiers-là. Et dans cette Assemblée générale-là, on va devoir choisir comment on va identifier le 7e membre. Parce que dans les règles, il y avait 7 membres dans les conseils de quartier, 3 hommes, 3 femmes. Donc le 7e membre, il s'est fait bien des jokes sur le 7e membre, mais c'est de savoir, est-ce que nous voulons que ce soit un commerçant,
Est-ce que nous voulons que ce soit un organisme communautaire? Qu'est-ce que nous voulons comme 7e membre? Parce que, évidemment, l'intention, c'était d'avoir un nombre impair pour faciliter les décisions démocratiques à l'intérieur du Conseil des quartiers, mais en même temps aussi de pouvoir avoir d'autres représentations que le simple citoyen individuel, c'est-à-dire d'avoir des citoyens corporatifs qui, soit dit en passant, prennent énormément de place dans les pressions que les élus perçoivent du milieu. Et c'est là qu'une administration élue va faire la démonstration qu'il écoute les citoyens individuels ou les citoyens corporatifs. Actuellement, on a une écoute très forte des citoyens corporatifs d'un certain type. Je n'irai pas plus dans les détails. Donc, à cette assemblée-là, on détermine quels sont les sièges et il va y avoir annonce d'une période de mise en nomination et annonce d'une journée d'élection au suffrage universel de ces 7 personnes-là. Et une fois que ces 7 personnes-là sont élues, là, le conseil de quartier va commencer à fonctionner. À l'époque, chaque conseil de quartier était soutenu par un fonctionnaire du bureau de consultation de la ville. Il avait un local où il y avait un numéro de téléphone aussi pour pouvoir bâtir tranquillement une communication citoyen-conseil des quartiers. Voilà. Maintenant, ce conseil des quartiers-là, qu'est-ce qu'il devait faire? C'était quoi leur rôle? Ça, c'est dans la définition, ça l'est encore. Il y avait trois pouvoirs. Le premier, qui était celui qui continue à être utilisé encore, parce que là, c'est difficile de passer à côté, là, c'est de mener les consultations sur le zonage. Ça, c'est le premier, et à chaque fois qu'un règlement de zonage concerne un quartier, et que ce règlement de zonage-là a un impact qui est limité, ce n'est pas le mot qu'on utilisait, mais qui est limité à ce quartier-là, le conseil des quartiers doit mener une consultation et donner un avis au conseil municipal pour ce règlement de zonage-là. Et évidemment, c'est là qu'on s'est mis à jouer sur l'impact. OK? Petit à petit, il y a des règlements de zonage, on disait, non, l'impact, il touche toute la ville, fait que là, on ne donnera pas ça au conseil des quartiers. Et là, avec l'arrivée des arrondissements, les conseils d'arrondissement, là, eux autres qui sont plus gros et largement que les conseils des quartiers, évidemment, se sont réservés un certain nombre de pouvoirs sur le zonage parce que c'était au-delà des quartiers. Ça, c'est un des problèmes qu'on vit par rapport à ça, mais il reste qu'ils continuent quand même à faire des consultations par les conseils des quartiers actuellement. Deuxièmement, c'était le plan de quartier. Et ça, c'était un travail fort important et assez, je dirais que dans les priorités des mandats du conseil des quartiers, c'était le plus important. Dans le règlement, c'est le premier en haut. Mais ce plan de quartier-là avait énormément d'exigences. Et lui, on l'a vidé complètement, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Alors, dans un premier temps, constituer un plan de quartier avec le conseil des quartiers pouvait être un exercice qui prenait 2-3 ans. Parce qu'il y a toute une procédure. D'une part, il fallait que le conseil des quartiers fasse des séances d'information appuyées par la fonction publique pour faire un état de situation, bien faire comprendre quels sont les enjeux, non, avant les enjeux, c'est-à-dire l'état de notre quartier. Après ça, deuxième étape, avec la population, on définit les enjeux de développement de ce quartier-là et dans un troisième temps, on bâtit un plan de quartier qui va avoir des conséquences, je vous dirai comment tantôt. Et le troisième, c'est le pouvoir d'initiative. C'est-à-dire que chaque conseil des quartiers avait la possibilité de mettre en place des actions qui leur apparaissaient, au-delà du plan de quartier et au-delà des problèmes de zonage, qui leur apparaissaient un enjeu majeur
pour leur quartier. Bon, ça a été beaucoup utilisé sur des questions de sécurité, par exemple, sur des questions de gestion de parcs, l'établissement de relations différentes avec les policiers, surtout dans les quartiers centraux, la prostitution, enfin, toutes sortes de trucs qui sont reliés à une gestion très fine de l'organisation d'un quartier, des sens uniques, qui sont, quand tu ne vis pas dedans, mais quand tu vis dedans, c'est autre chose. Donc, le pouvoir d'initiative était aussi un des éléments qui avait une grande importance, mais qui, là aussi, il l'a encore. Mais la différence entre ces trois pouvoirs-là, c'est que lui, il ne coûte rien. Hein? On leur envoie un papier, ils s'organisent, ils font leur réunion, puis tout ce dans le fond, on soutient la réunion, point, c'est tout. Tandis que le pouvoir d'initiative, je vais commencer par lui, le pouvoir d'initiative, c'est que chaque conseil de quartier avait chaque année un budget pour investir dans des actions qui relevaient de ce pouvoir d'initiative-là. Ce budget-là, à ma connaissance au départ, là, je ne voudrais pas mettre la main au feu, mais il me semble qu'on leur donnait 10 000 par année pour faire des actions dans ce sens-là. Il n'y en a plus de ce budget-là, il est complètement disparu. Donc, il y avait 10 000 pour chaque conseil des quartiers qui lui permettait, en cours d'année, de faire des actions de n'importe quelle sorte. Ils avaient ce budget-là. S'il en restait un peu l'année précédente, on le transférait sur l'année suivante, puis bon, on pouvait faire des actions. Le plan de quartier, c'est encore plus directement, on s'approchait du budget participatif là-dedans. C'était très intéressant parce que les investissements en immobilisation qu'une ville fait se traduisent par, chaque année, vous avez sûrement entendu l'expression PTI, le plan triennal d'immobilisation de la ville. Ce plan-là, c'est les dépenses, réparation, aqueduc, égouts, rues, éclairage, construction, parc ou centre communautaire, des choses comme ça. Donc, le programme triennal d'immobilisation. Quand le plan de quartier était terminé, l'administration municipale devait faire l'évaluation des investissements immobiliers qu'il fallait faire pour le réaliser. Et je me rappelle, par exemple, que dans le plan de quartier Saint-Roch, on avait un plan de quartier qui avait été évalué à 40 millions. Quand on a reçu ça, on a donné au conseil de quartier une décision de l'administration. Nous allons mettre chaque année 8 millions d'investissements en travaux immobiliers pour réaliser le plan de quartier de votre quartier. 8 millions par année. Mais chaque année, en début d'année, on va vous exposer quels sont les travaux. Vous allez choisir quelles sont les priorités sur lesquelles on va investir cette année. Donc, c'est les citoyens qui, un an à l'avance, déterminaient pour l'administration quelles étaient les priorités en termes de travaux. Et il y avait une espèce de négociation entre, souvent, les gens de l'ingénierie en particulier, pour dire, ouais, mais écoutez, si on fait ça, puis que ça, on fait ça après, on sera mieux de faire ça avant, parce que là, on va enlever le trottoir, faire le mieux de passer les fils. En tout cas, il y avait une discussion entre le conseil des quartiers, en présence des gens qui y assistent, parce que ces conseils des quartiers-là sont publics. Donc, il y avait cette négociation-là qui faisait que chaque année, il y avait un débat, d'où l'idée d'un début de budget participatif qui permettait donc aux citoyens, dans un cadre qui était déjà défini, ils savaient qu'il y avait 8 millions. Puis avec 8 millions, quand on fait des travaux importants, vous savez qu'on ne va pas loin. Hein? La réfection de la rue de la Couronne a coûté 8 millions. C'était le programme d'une année. Donc, il y avait quand même la possibilité pour eux de dire dans les enjeux quels étaient les plus importants pour eux. Donc ça, c'est deux éléments qui sont complètement partis parce que l'intervention des conseils de quartier dans le PTI est finie depuis l'arrivée de Mme Boucher. Et il reste donc, c'est pour ça qu'il reste les consultations sur le zonage. Les conseils des quartiers font des tentatives de faire des actions de leur propre initiative, mais à condition que ça ne coûte rien. C'est un petit budget quand même, je pense. C'est le budget de fonctionnement. D'accord. C'est pas parce que le budget de fonctionnement, il l'avait déjà. Le budget de fonctionnement qui a été coupé parce qu'à l'époque, il y avait un fonctionnaire plein temps par conseil de quartier. Maintenant, je pense qu'il y en a un pour 4.
Et puis, des locaux, je ne suis pas sûr qu'il y en a encore tous, là. En tout cas, c'est minimum. C'est-à-dire, ils ont ce qu'il faut pour tenir leur réunion. Point. Donc, c'est plus du budget de fonctionnement que du budget d'action. Okay. Donc, voilà les trois éléments qui étaient la base. Mais je vais vous faire remarquer, puis je reviens à mon début d'intervention, c'est la démocratie participative, c'est, si on veut qu'elle soit efficace, si on veut qu'elle donne des fruits, il faut qu'elle soit soutenue et reconnue par l'administration. Et c'est pour ça qu'en plus de ces règles-là, chaque année, au mois de décembre, la Ville devait remettre un rapport, qui était publié d'ailleurs au Conseil de Ville, sur le pourcentage de soutien que la Ville avait fait aux recommandations du Conseil des quartiers. On devait dire, bon, bien, il y a eu tant de règlements de zonage et on a suivi les recommandations du Conseil de quartier dans 9 fois sur 10. Il fallait faire un rapport par rapport à ça, expliquer si effectivement les recommandations concernant la livraison du PTV avaient été, à quelle hauteur ça avait été suivi, et expliquer par rapport au pouvoir d'initiative qu'est-ce qui avait été soutenu dans chacun des conseils des quartiers selon les recommandations que le conseil avait émises. Donc, il y avait un compte-rendu, une reddition de compte qui me paraît l'aspect le plus important, c'est-à-dire une administration qui dit « Citoyens, vous avez agi, voici comment on vous a soutenu, et voici où on ne vous a pas soutenu. » Donc, il y a une transparence. Parce qu'actuellement, je trouve qu'on vit à une époque opaque. Malgré tous les discours que Florence vous a montrés tantôt. Dites ça vite un peu, une époque opaque. C'est pour ça que le 29 novembre, il faut être là. Moi, ma tribu au complet va être là. Mon petit-fils de 15 mois va être là. Je vais y apprendre de bonheur. Donc, la reddition de compte, c'est cette reconnaissance-là c'est pas tout. C'est pour ça que je disais tantôt, il y a un peu de la bonne conscience d'un gouvernement de mettre des pétitions. On va-tu savoir qu'est-ce qu'ils ont suivi? Il y en a eu combien? Savez-vous comment est-ce qu'il y en a qui ont signé telle pétition? Ils ont fait quoi avec cette pétition-là? Ils ont répondu comment? On ne saura rien, là. Mais on sait qu'il y a une pétition. Ils se donnent bonne conscience. Oui, on met des pétitions sur notre site Internet, vous n'avez rien qu'à signer. Mais moi, pour ça que je pense que ce qui fait peur à un gouvernement, c'est au-delà de ces pétitions-là. Si tous ceux qui ont signé la pétition sont là le 29 novembre, je vous jure que ça va avoir pas mal plus de poids que la signature. Et c'est ça, la démocratie participative, quant à moi, même si on est acculé à le faire d'une façon strictement réactive, plutôt que d'avoir un pouvoir positif. Parce que qu'est-ce que les conseils des quartiers donnent aux citoyens? C'est la capacité de ne pas être en réaction, mais de faire des propositions. Et il y a un dialogue qui va s'établir entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Là, on parle de démocratie. Mais au-delà de ça, on n'est pas dedans. C'est ce que j'avais à dire. Je suis sûre qu'il y a des questions. Peut-être qui s'adressent, tu veux aller aussi, qui s'adressent peut-être autant à Florence qu'à oui, bien non. Parce que vous avez effectivement répondu dans l'aspect, c'est le but de la CFA d'ailleurs, dans l'aspect théorique d'un côté du phénomène et dans son actualisation éminemment pratique. Merci infiniment, c'est très intéressant. Pas de doute que vous avez des questions. C'est de finir de les noter. Iris, peut-être avant. Ça va être plus fait, ça va s'adresser à vous. Vous venez de mentionner la démocratie participative. J'ai eu de la misère à vous suivre. Vous parlez passionnément des grands gestes, je peux le temps de tout noter. Vous dites que c'est la possibilité pour les citoyens concrets, le présent physiquement, de faire des propositions. Donc, il faut que la personne soit présente physiquement. Je veux vous citer dans votre... Oui. Non, mais tout à fait. C'est-à-dire de faire des propositions, mais d'accompagner la mise en œuvre. Là. Les citoyens, ils ne disparaissent pas une fois qu'ils ont fait la proposition. Là. Le Conseil des quartiers fait le suivi de ces initiatives-là. Il fait le suivi du programme triennal d'immobilisation. Donc, les citoyens restent en action pendant la livraison. C'est dans ce sens-là que ce n'est pas juste des propositions théoriques, mais c'est une mise en action. Puis, c'est dans ce sens-là que c'est participatif.
exactement le même mot. D'autres exemples de participation positive, par exemple le projet de loi 112 sur la pauvreté au Québec, que on connaît très bien, c'est un projet de loi qui a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, mais qui est venu, en tout cas, transformé, mais qui est venu d'une initiative extraordinaire, on peut dire citoyenne, de la population québécoise, et parmi les plus pauvres, les personnes analphabètes, etc., qui ont participé à la réflexion sur la nécessité que le Québec se dote d'un projet de loi cadre pour lutter contre la pauvreté. Alors ça, c'est un exemple, pour moi, là, inoubliable, extraordinaire, et qu'un film soit fait sur cette aventure pour que ça soit ancré dans la mémoire collective, tellement, je trouve des fois que les gens ne connaissent pas. Il y avait Parlement et citoyens aussi, si ça vous intéresse. C'est un site internet français qui permet aux citoyens de faire des propositions d'idées de loi et d'entrer en contact directement avec des députés pour transformer ces idées en réels projets de loi. Et ils ont réussi comme ça à faire passer quelques projets de loi en France. Oui. Oui, écoutez, merci pour vos efforts stimulants et passionnants à la fois. J'aurais 10 000 questions pour vous, mais je vais essayer de cerner là, vers un point. En fait, puis c'est vers la question de la participation. Et en fait, c'est pas une nouvelle question. En fait, c'était le credo du renouvellement de la démocratie dans les années 60 et 70. Les gouvernements en Occident, au Canada, au Québec, avaient mis en place beaucoup d'instances consultatives. On a cherché aussi à habiliter les citoyens en leur donnant justement des fonds publics à des organismes privés pour qu'ils influencent l'élaboration de politique et qu'on ait des moyens. On ne voulait pas qu'ils deviennent subversifs non plus, là, donc on leur donnait juste assez pour qu'ils soient fidèles à ces fonds-là, mais pas assez pour qu'ils deviennent subversifs. Donc il y avait un peu de machiavélisme là-dedans. Mais ce que j'essaie de comprendre un peu, c'est parce que je ne suis pas sûr que vous dites exactement la même chose par rapport au mécanisme de la participation positive. Et vous ne dites pas nécessairement la même chose par rapport à l'impact des pétitions. Dans votre cas, vous voyez ça comme une espèce de moyen de réengager la population, alors que dans votre cas, M. Fiset, vous voyez ça un peu comme un geste plus ponctuel, pour dire vos murs, ou un peu paresseux, parce qu'il n'y a pas de suivi qui est fait nécessairement par rapport à un enjeu. Donc, dans un premier temps, je me demande si vous pourriez peut-être distinguer la participation, l'idéal de la participation telle qu'elle avait été appliquée à l'origine dans les années 60 et 70 avec celle qui existe aujourd'hui, et quelles sont les voies d'avenir pour la participation réelle qui influence les décideurs politiques, les décisions qui sont prises dans l'espace public, outre les mesures plus ponctuelles comme les médias sociaux et les pétitions. Jacques l'a dit, là, rendez-vous le 29 novembre. Non, mais moi, je ne suis pas en désaccord avec ce que Florence dit. Ce que je dis par ailleurs, c'est qu'effectivement, si on ne dépasse pas ça, pour avoir été en politique, là, je vais te dire, si je vais dans un conseil de quartier et puis ce soir-là, il y a 5 personnes qui assistent, même s'ils sont en désaccord, je me dis, bon, tu sais, même si j'entends puis que des gens m'écrivent et tout ça, mais si je vais dans un conseil de quartier puis ils sont 450 dans la salle, il y en a qui sont debout, puis là, ça brasse, je me dis, oh, on a un problème. Les gens m'apparaissent plus, quand ils sont touchés directement et qui ont une opinion à émettre, puis pour eux autres, ça a vraiment une importance profonde, ils se déplacent, on bouge avec nos pieds. C'est la même chose, dans le fond, tu sais, il faut qu'il y ait une cohérence entre le discours et les gestes. Combien de gens vont tenir des discours, tu sais, que c'est de valeur, notre économie locale, elle s'en va, puis tout est délocalisé en Chine, puis tout ça. Mais qu'est-ce que t'achètes? T'achètes du chinois? Ben, sacrément! Qu'est-ce que tu veux que je fasse si tu vas chez Walmart? C'est bien sûr. Tu sais, c'est sûr que si on veut sauver notre... Dans le fond, les gens ne savent pas compter. Point à la ligne. Tu sais, moi, ça me fait penser à ceux qui disent « Je m'en vais acheter une maison en banlieue, en dehors de Québec, il coûte moins cher. » Ouais, mais ça va te coûter 2 chars. Pas grave, ils n'ont pas vu ça. Tu sais, les autres, ils coûtent moins cher de taxes. Ils vont sauver 500$, mais ils vont s'acheter un autre char. Tu sais, les gens ne savent pas compter.
c'est la même chose par rapport à leur propre choix de consommation, comme par rapport à des choix politiques. À quel âge devient-on citoyen? Ou comment devient-on citoyen? Je vois pour un immigrant, lorsqu'il va faire oui, il est reconnu citoyen. Mais les gens qui sont nés ici, est-ce qu'ils sont nés citoyens ou est-ce qu'ils deviennent citoyens? Et s'ils deviennent citoyens, comment et vers quel âge? Est-ce qu'il y a un test de citoyenneté? Je pense que vous venez de toucher un point en disant que les gens ne le savent pas. Mais s'ils ne le savent pas, c'est qu'ils ne sont pas devenus citoyens. Si un citoyen, c'est quelqu'un qui sait ce qui se passe. Mais quelqu'un qui demeure dans votre quartier, lui, il est devenu citoyen du quartier parce qu'il le vit, il est devenu citoyen de son quartier. S'il n'y a plus de quartier, s'il n'y a plus de collectivité, etc., à ce moment-là, comment devient-on citoyen? Et là, ça me fait penser que l'éducation à la citoyenneté est un petit peu défaillante dans notre société. Inexistante, quant à moi. Alors, moi, hier dans mon cours d'éthique, là, j'avais 60 jeunes qui terminent leur bac, là, ils avaient, je sais pas, 22, 23 ans. Et je leur ai dit, je vais vous expliquer comment fonctionne l'État québécois. C'est pas drôle, mais c'est important. Je vais leur expliquer, qu'est-ce que c'est qu'un sous-ministre? Ils ne savaient pas. Qu'est-ce que c'est un sous-ministre? C'est quoi la différence entre le lien entre un ministre et un sous-ministre? Où se place le directeur de cabinet par rapport au directeur dans un ministère? Et après, j'ai placé le judiciaire, j'ai placé les trois pouvoirs, j'ai placé... Ils ne savaient pas. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit à la fin, mais pourquoi on ne nous a pas expliqué ça au secondaire? J'aurais expliqué, et du coup, ils comprenaient, avec le cadre que je leur ai donné, ils comprenaient ce qui se passait en ce moment. La réduction de l'État, le transfert vers le secteur privé, puis etc. Il y en a même qui ont pris en photo, j'ai fait un beau tableau et je n'ai pas été techno. J'ai rempli mon tableau, il y en a qui ont pris en photo parce qu'ils ont découvert qu'ils avaient faim de le comprendre. Parce qu'ils se sentent là beaucoup plus en mesure de faire des choix éclairés et d'être citoyens. Mais quand ils sont dans un flou, dans le fond, ils savent pas de quoi ça parle la politique. Il y en a quand même qui ont dit, moi je ne comprends rien, je ne veux même pas le savoir. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas participer de manière positive, exercer la participation à notre souveraineté collective, là, que ce soit à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'une province ou d'un pays. Et le rôle de l'éducation, pour ça, est fondamental. Mais aller dans parce que moi, je ne fais pas juste cliquer, là, puis il le sait très bien, là, je fais pas mal d'autres choses que de cliquer. et je vais à des manifestations. Et moi, je tire ma tribu aussi. Mais justement, ça m'avait fait, je l'ai raconté, je pense, à vous dans le séminaire, on est allé, il y avait une manif contre les pipelines, je ne sais pas quoi, dans l'Assemblée nationale. J'ai voulu emmener mes enfants, genre de 8 à 18 ans, là, et on dit, ça ne sert à rien, pourquoi on irait là, que ça va changer? Mes enfants, là, mes enfants, sauf le plus jeune de 8 ans, prêt à partir. Malgré tout ce que je leur dis, mais pour moi, ils sont symptomatiques de la société. Effectivement, je leur ai dit, ça ne sert à rien, mais c'est culture de ça, pas juste un apprentissage politique, mais une culture familiale. Non, ben, ce que j'allais dire finalement, c'est que malheureusement, dans la société, notre système d'éducation a deux choses qu'on ne nous apprend pas, c'est être citoyen ou être parent. C'est deux affaires qu'on apprend sur le tas, pas important. Tu sais. Et je pense qu'effectivement, le noyau de départ, ça reste le lieu où tu es quand tu es jeune, donc la famille, quelle qu'elle soit, qui est je pense que moi, pour mes enfants, aller voter, là, c'est un devoir absolu. Tu ne peux pas ne pas aller voter. C'est comme, ils étaient très jeunes quand ils m'ont vu en politique, tout ça. Donc, pour eux, là, c'est incontournable d'aller voter. Donc, c'est un point de départ. Mais, par exemple, pour ce qui est de la manif du 29, là, on a un souper familial, donc la tribu se réunit une fois par mois. Et il y a 3 semaines, lors du souper familial, on a organisé la manif du 29. Toi, tu t'en vas où, puis on s'en retrouve où, puis tout ça. On était, puis comment est-ce qu'on fait pour monter les petits, puis tout ça, tout organisé. Et c'est comme...
Parce que dans le discours familial, c'est quelque chose qui est constamment présent. Puis quand on est en élection, c'est des débats qui vont se retrouver à chaque réunion. Si ça n'existe pas dans la famille, où qu'on va le trouver? Puis moi, c'est ce que je trouve le problème. Dans notre système d'éducation, ça n'existe pas. Et dans notre système, ni au niveau de l'information. Puis, ce qu'on disait à propos de la perception des politiciens, ben moi, je trouve que c'est nourri, engraissé constamment par les médias qui ont peur des politiciens parce qu'ils veulent qu'ils continuent à leur parler. Fait qu'ils s'organisent pour que... Fait que c'est comme ça qu'on dévalorise. Comme réponse. Allez-y. Incomplet et trop axé sur le politique. Voter pour moi, ce n'est pas le début, ça doit être la fin d'un processus de citoyenneté. Tout à fait d'accord, mais je le disais en fonction du fait que au moins ça c'est acquis. Si 90% des citoyens avaient cet acquis-là, on aurait quelque chose de différent. Puis au-delà de ça, c'est la participation. Parce que on pourrait, moi ce qui me frappe, c'est citoyenneté, c'est la responsabilité des membres à l'égard des uns des autres. D'accord? Ouais. Pourtant, on peut penser que dans les gangs de rue, est-ce qu'il y a des démocraties dans les associations des groupes de jeunes, de moins jeunes, des clubs, appelez-les comme vous voulez, s'il n'y a pas là aussi exercice de démocratie et de citoyenneté? Pourquoi toujours braquer sur famille, école, parlement? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, autre terrain où on apprend à devenir citoyen? Mais là, non, les gangs de rue, là, il n'y a aucune démocratie là-dedans. C'est de la terreur. Mais moi, je parle des organismes communautaires, la société civile. Je parle pas des gangs criminels, je parle pas des gangs de criminels. Tu as des gangs de quartier, là, des jeunes et des moins jeunes, des groupes de tout âge qui se réunissent pour discuter d'un paquet de choses, etc. Gang de rue, d'accord, il y a la connotation péjorative des criminels, mais il y a des gangs de gens qui se réunissent qui ne sont pas criminels. Ça, c'est la société civile. Oui, bien sûr. Ben, dans ce sens-là, je vais vous donner quelques exemples. En 1972, j'ai créé la première maison de jeunes au Québec. On ne l'appelait pas maison de jeunes dans le temps. C'était à l'Ouvre-Boîte du quartier, dans Saint-Sauveur. Le conseil d'administration était constitué des jeunes. Et pour moi, c'était de leur donner une école de démocratie, une école d'organisation commune. Et aujourd'hui, je pense que, personnellement, tantôt, quand j'entendais Florence parler, je me disais, moi, quand est-ce que je me sens le plus citoyen? C'est sur des conseils d'administration où je siège aujourd'hui. Je siège sur des conseils d'administration et il y en a deux qui me font particulièrement triper parce que il y a un de ces conseils d'administration-là, quand je ne suis pas là, la moyenne d'âge est de 28 ans. Et c'est des jeunes qui, quant à moi, sont mieux équipés que moi je l'étais quand à 24 ans, je suis devenu le président du conseil d'administration du CLSC Basseville dans mon quartier. Je ne savais pas le tiers de ce que ces jeunes-là aujourd'hui connaissent. Mais pourquoi ils se retrouvent là? Puis là, je me rends compte que ce n'est pas le seul lieu où ils s'impliquent. Ils sont impliqués à gauche, à droite, et ils ont je pense, été bâtis dans ce mode de participation. C'est totalement bénévole ce qu'ils font là, et pourtant, c'est très engageant. Parce qu'il y a derrière, dans leur vie antérieure, il y a eu quelque chose qui les a fait saisir ça. Mais vous avez tout à fait raison, ça n'a rien à voir avec le vote, tout ça, mais ils participent. Et je suis convaincu que le 29 sont tous là. La question, c'est comment on devient citoyen, c'est comment et où on devient responsable les uns vis-à-vis des autres. Oui. D'accord? Oui. Donc, dans ce sens-là, par certains aspects, les médias sociaux sont aussi des lieux où on apprend à se responsabiliser. Ce que je veux dire, c'est, je suis tout à fait d'accord, et ce que j'ai retenu surtout, c'est que apprendre à devenir citoyen, c'est dans le quotidien. Okay? Voter, c'est pas dans le quotidien, c'est une fois tous les 4 ans.
Un conseil d'administration, ce n'est pas nécessairement dans le quotidien, c'est une fois par mois, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse ou qui m'intrigue, c'est dans le quotidien, comment on apprend à devenir citoyen dans le quotidien. Et la question de l'âge, pour moi, le quotidien d'un enfant qui va à un cégep, etc., c'est là aussi un lieu d'apprentissage à la citoyenneté dans le sens de l'égard vis-à-vis de l'autre. Et là, on ouvre tout le débat sur l'autre et tout ce qui s'ensuit autour de cette question-là. C'est pour ça que la question de la citoyenneté, le réduire ou le focaliser sur la famille, les conseils d'administration ou le politicien, à mon sens, c'est trop restrictif. Et ça peut... je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire si... C'est juste les manifestations qui sont des exemples concrets de démocratie et que le vote est le seul ou le principal exemple de démocratie. À mon avis, le vote n'est pas nécessairement le plus important geste de démocratie qu'on peut... mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, sauf que quand vous parlez de ça dans le quotidien, là, c'est une culture de vie collective qu'il faudrait bâtir, qu'on est en train de détruire. Puis moi, par rapport aux médias sociaux, moi, je trouve que ça va à l'encontre quant à moi, parce que je suis derrière un écran et j'émets des opinions. Je reste dans mon confort et là, il n'y a pas cette implication. Si ça reste là, moi, je trouve que c'est nuisible. Et je trouve que, bon, j'ai quelques amis sur Facebook, mais je suis incapable de suivre. Je suis incapable de suivre parce qu'il y a trop ça. Et par contre, ce que j'apprécie, c'est d'être avec quelqu'un ou avec des personnes où on discute. Hier, j'ai participé à un débat qui était très intéressant, qui a duré 2 heures. Pour moi, ça valait toutes les heures que j'aurais pu passer sur mon Facebook. Armand, te demander la parole. Je voudrais savoir si la citoyenneté, ce n'était pas plus fonction de son engagement personnel que de l'âge. Et la question en fait qui m'est venue à l'esprit, c'est de savoir, elle est peut-être plus personnelle pour vous, de savoir si vos enfants ne votent pas, est-ce que ça fait d'eux de mauvais citoyens? Parce que le terme bon citoyen est revenu maintes fois. Bon citoyen, je me suis demandé, il y a donc un modèle de mauvais citoyen, et si dans votre cas, vos enfants ne vont pas voter, qu'est-ce qui se passe? Sachant très bien que le vote, c'est une intuition personnelle, c'est un ressenti personnel et non un mouvement d'ensemble qui nous font voter. Ben, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tantôt. C'est pas le geste le plus important en démocratie, mais si tu ne le poses même pas, le reste est à peu près inexistant. J'ai plus la conviction que, en fait, ça m'apparaissait évident qu'en présentant le projet de la manifestation du 29, qu'ils diraient qu'ils seraient intéressés parce qu'ils sont déjà capables au moins de poser ce geste-là. Et en tout cas, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui s'intéresse à la vie collective ne pose pas au moins ce geste-là d'aller voter, même pour annuler son vote. Trop facile de dire « j'irai pas ». Vas-y, mais annule-le. Puis j'ajouterais que je ne suis pas d'accord qu'il y ait cette séparation. C'est-à-dire qu'un individu, c'est un peu ce que je disais à la fin de ma présentation, on peut être à la fois un individu et se sentir partie d'une communauté. Moi, je me souviens très bien de l'émotion profonde, je n'ai jamais ressenti ça, ni avant ni après, quand j'ai été votée au référendum de 1995. Tout d'un coup, je me suis rendu compte, je me dis, mais peut-être c'est ma voix qui va faire la différence entre avoir un pays ou pas de pays. J'ai eu une émotion, c'était totalement du ressenti, vraiment hyper émotif. Mais pourquoi? Parce que tout d'un coup, je me sentais bien plus qu'une seule personne, je me sentais partie d'une collectivité qui réfléchissait sur une question fondamentale pour son avenir. Je me sentais totalement responsable vis-à-vis des autres, de ce que j'étais en train de faire. Donc, ce n'était pas le vote pour choisir
C'était un référendum en 1995 sur l'indépendance du Québec. Tu connais l'histoire du Québec, c'est un moment important qui a été perdu par le oui de peu et gagné par le non de peu. Mais là, c'était... Et donc, c'est ça que je voulais dire à la fin, c'est qu'on est capable d'être à la fois un individu, mais pas simplement de s'intéresser à son monde privé, mais de s'intéresser à la collectivité, comme Matt Damon qui dit... J'adore cet exemple, je le redis tout le temps, l'acteur Matt Damon, parce qu'il est très populaire, etc., auprès des jeunes, dit « Moi, je veux payer plus d'impôts pour que les gens les plus pauvres de mon pays aient un système de santé. » Alors que lui, il peut se payer tous les médecins qu'il veut. Ça va au-delà de l'intérêt individuel. Avant de céder la parole, je voulais juste ajouter que je réalise qu'il y a un conseil de quartier où j'habite. Je n'avais pas réalisé que c'était ça, mais là, par la définition, je vois bien. Mais qu'à l'inverse de ce que tu viens d'exemplifier là, c'est un conseil de quartier qui réunit que des individus, puisque je suis allée 2-3 fois, puis il y a toujours le même monsieur qui trouve donc qu'il devrait avoir plus de police devant chez eux, parce que ça va trop vite. Alors, on a un conseil, apparemment un magnifique conseil de quartier, bon, il fait des bonnes affaires aussi, rempli d'individus qui nous sont là. C'est troublant. Donc, il y a le média, il y a la forme, là, mais ça ne fait pas nécessairement tout ce qu'il faut. Véronique? C'est un peu pour faire du pouce là, sur ce que tu viens de dire. Pas que je critique vos intentions qui sont incroyables, mais je trouve que la conception de la citoyenneté est très rigide. Puis j'ai l'impression que, je me prends un exemple, je ne peux pas dire qui a fait un sous-ministre dans tel parti. Je ne connais pas bien la structure étatique, mais je peux expliquer ce qu'il y a derrière le néolibéralisme, je peux quand même comprendre ce qui se passe avec l'austérité, je suis capable de le critiquer. Puis moi, je ne vote pas, puis je ne vais jamais voter. Est-ce que ça fait de moi, effectivement, une citoyenne moins participante? Parce que c'est comme s'il y avait une sous-classe, puis je trouve ça... Mais explique-moi pourquoi tu ne votes pas. Ben là, ça pourrait être très long, là, mais... C'est sûr que c'est long à expliquer. Non, c'est un long débat que je ne sais pas qu'on n'aura pas le temps d'avoir maintenant, mais c'est que la critique radicale, puis il y a aussi une attitude plus réformiste. Moi, je critique les bases du système. Dans cette citoyenneté-là, dans cette participation positive-là, j'ai l'impression qu'on reste dans les structures sans les modifier profondément. Mais je prends un exemple, j'aimerais t'entendre là-dessus, au printemps érable. Pendant tout l'été, il y a eu la mobilisation, ça a été incroyable, on a vécu quelque chose en 2012 incroyable, et le tout s'est soldé par des élections. On a cru dans ces élections-là, les gens se sont dit, ça y est, on a notre chance de enfin nous faire entendre, et les gens ont voté pour le PQ, et qu'est-ce que ça a donné? Absolument rien. Puis moi, ça a été la preuve ultime que la participation, ça a éteint le mouvement étudiant, ça a éteint le mouvement citoyen au lieu de... Je ne sais pas, je trouve que quand on réduit ça, la participation aux élections, au vote, la notion de citoyenneté, on parlait des gagnants, mais on oublie comme une autre sorte de participation, on l'exclut. Mais c'est pas incompatible du tout. C'est qu'il y a la participation publique qui est, qui est construite par les lois, les institutions, etc. Les conseils de quartier, les conseils d'administration, dans les écoles, les conseils d'établissement, les conseils d'administration dans les hôpitaux, etc. Même si là, le gouvernement veut les réduire, il y a des places, la place normalement, c'est la participation publique. Puis de l'autre côté, il y a la participation de la société civile. J'ai parlé du mouvement Occupy, c'est extraordinaire, le printemps érable, ce qui se fait le 29 novembre, la société civile qui s'organise pour exprimer sa colère, son ras-le-bol, etc. Sauf que cette société civile, par définition, et c'est pour ça qu'on a quand même besoin d'institutions démocratiques, c'est pas parce qu'elle parle fort qu'elle exprime, qu'elle représente la totalité des voix. Pas plus que les membres les plus néolibéraux du gouvernement n'ont le droit de prétendre représenter l'ensemble de la société, pas plus un mouvement social qui s'est fait entendre, malgré toute la passion et l'euphorie, il y a des textes qui expliquent ça, ne peuvent, et donc, dans une élection, c'est normal que, comment dire, il n'y ait pas un raz-de-marée pour, même si nous, on y a cru très fort, là, mais c'est très décevant, je veux dire, je l'ai vécu, il n'y a pas de problème, c'est très décevant, mais, je veux dire, un vrai démocrate, là,
Et René Lévesque, c'est un exemple pour moi extraordinaire de cet homme-là, qui croyait tellement fort dans son idée, qui a été si près de la réaliser, etc., mais qui était démocrate avant d'être souverainiste, qui aimait tellement son peuple, moi c'est peut-être une expression vieillotte, mais pour moi c'est très fort, qui aimait tellement son peuple qu'il acceptait le verdict. Par contre, après ça, on peut regarder si les moyens d'expression, de manipulation des idées, etc., étaient justes, puis on peut protester contre ça, mais quand le référendum de 95, il y a eu, c'était quoi, 93,5% de participation, je dis, moi j'ai accepté le verdict là, je veux dire, il n'y avait pas à protester. Dans le fond, tu sais, c'était ça. Chacun est là où il est avec ses différences et a le droit. Alors, c'est sûr qu'on peut remettre en question l'État. Mais alors là, il faut faire attention. Et le mouvement des communs, je ne sais pas si tu connais ce mouvement-là. Oui, oui. Alors, ce mouvement-là est vraiment en ce moment en train de naître partout dans le monde. Là, ça s'appelle les Commons en anglais. Et ils essayent de réinventer une façon d'être collective qui, dans le fond, n'est ni le privé ni l'État. Et qui est vraiment, et c'est passionnant ce qu'ils sont en train de faire, il y a des initiatives un peu partout qu'on ne voit pas, auxquelles les médias ne s'intéressent pas, sauf le café donné au suivant là. Hop, ça c'est apparu, vous savez, où vous payez un café, puis n'importe qui viendra le prendre. Ça c'est un petit signe. Hein. Ben, les médias en ont parlé parce que c'est chouette, mais c'est plus que ça. C'est une autre façon de penser. Et là, cette culture-là va peut-être amener les institutions à changer, mais on ne peut pas abandonner l'État. On ne peut pas. Par contre, moi, ce que j'expliquais, il y a le Parlement qui est complètement dévalorisé. Et tout le pouvoir est tellement centralisé dans notre gouvernement, dans les mains du pouvoir exécutif, c'est sûr qu'ils peuvent faire n'importe quoi, alors qu'ils ont à peine de légitimité démocratique. Là, il y a quelque chose absolument qui est intolérable, et c'est pour ça qu'il y a tellement de colère. Mais les institutions démocratiques sont là, on ne peut pas faire comme si elles n'ont pas existé, elles représentent le choix de tous nos ancêtres, enfin vos ancêtres, les immigrants ne peuvent jamais dire ça, mais et donc moi je pense que réforme ou révolution, des fois on a envie de faire la révolution, mais parfois en attendant, on peut essayer de faire un peu de réforme. Je vais revenir sur le printemps érable. Moi, si je n'ai pas de diplôme universitaire, c'est à cause de mai 68. Parce que j'ai raté mon année, puis j'ai décidé de commencer à travailler, je ne peux plus continuer. Donc, j'ai eu probablement le même espoir que toi dans le printemps érable. Mais je sentais en même temps jusqu'à quel point il y avait une contention autour du mouvement. Incroyable. Je suis descendu à Montréal le 22 mai parce que je savais qu'il ne se passera rien à Québec. Parce qu'à Québec, on a écrasé devant le pouvoir municipal. Le pouvoir municipal, en plus, ça avait été au moins une loi. Mais non, Régis ne veut pas qu'on aille dans la rue, on n'y ira pas, tu sais. Puis la police pour une centaine d'individus. J'ai trouvé ça d'un ridicule. Mais la population, de façon générale, n'a pas été mobilisée dans ce mouvement-là. Et le PQ, c'était juste le moins pire des solutions. On le voit aujourd'hui. Mais, j'ai pas voté PQ, tu sais. Donc, il y avait la graine de quelque chose, mais justement, il s'est éteint. Puis, moi, je trouve que tu as raison de dire qu'il s'est éteint dans cette élection-là, mais moi, je pense que ça a été la réaction de tout le reste qui ne voulait rien savoir de ça. Puis, les maudits étudiants, maudits enfants gâtés de notre société, là, ben, tu sais, il n'y a pas de compréhension de qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Et le parallèle que je faisais avec mai 68, tu sais, on est sorti de 68, nous autres, avec un PM qui avait 36 ans, puis ministre des Affaires de la Jeunesse qui avait 27 ans. Il y a eu une cassure dans les gouvernements suite à ça. C'est une nouvelle génération qui est arrivée au pouvoir. Mais là, la génération, quant à moi, la génération des plus jeunes aujourd'hui, n'est pas assez nombreuse par rapport à notre génération, à nous autres, qui occupe la place. Trop. Moi, puis j'ai participé à une table ronde à Montréal il y a 3 semaines, justement, de dire, moi, je vais avoir 70 ans. C'est quoi mon rôle là-dedans? Faut que je me tasse. Faut que je laisse la place à des jeunes. Mon rôle aujourd'hui, c'est de faire ce que je fais ici, c'est de vous raconter,
vous raconter mes idées, puis ferez bien ce que vous voudrez avec, mais vous allez avoir connu quelqu'un qui a voulu que les choses changent, puis j'espère que ça va vous donner le goût de dire, moi aussi, je vais m'en faire un bout. M'en faire un bout, j'ai fait un bout dans ma vie, ben je vous dis, c'est à vous autres à faire votre bout. Vous voulez que je vous donne, je sais pas moi, que je vous raconte mes histoires, moi vous les raconter, pour vous donner du courage. Juste ça. Puis ce que j'aime du conseil d'administration, sur lequel je vous disais quand je ne suis pas là, la moyenne d'âge est de 28 ans, là, ce que j'aime de ce conseil d'administration-là, quand je suis arrivé, ils sont venus me chercher. Je vais vous dire, ils cherchaient un vieux de service. Fait que moi, je suis allé là, puis bon, tout de suite au début, il fallait qu'ils constituent l'exécutif. J'ai dit non, moi, j'embarquerai pas comme officier. Vous allez apprendre à faire vos jobs d'officier. Vous voulez que je vous raconte comment moi je vois ça, on va vous le dire. Je vais vous parler de mes expériences, mais vous ferez ce que vous voudrez. Vous allez prendre votre responsabilité. Et on a une relation extraordinaire, parce que même ça a été très dur. On est dans un organisme, c'est très, très difficile actuellement. Il faut mettre la direction générale à la porte. On est en gestion directe. Je fais 2 réunions par semaine, conseil d'administration 1 fois par semaine. Puis ils sont là. Mais ils sont engagés là-dedans. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mon rôle à moi, c'est d'être à côté, de raconter, mais pas de venir prendre la job à leur place. Avant de donner la parole à Julie qui l'avait demandé, j'aimerais ça dire que si j'avais ton âge, après le printemps érable, je n'aurais plus jamais voté. Je suis aussi choquée. Mais je n'ai pas connu mai 68. En fait, j'étais un peu jeune pour m'en souvenir. Je me souviens bien du référendum de 95, par exemple. Et c'est probablement grâce à ces expériences-là que je vais retourner voter. Mais je l'ai eu à pleine face, moi aussi. Puis à ton âge, là, je serais devenue vieille, puis j'aurais dit comme mon père disait, qu'est-ce que ça donne? C'est toute une gang de pareil. Fait que c'est pas bien encourageant ce que vous avez. Dites-vous juste qu'il y a d'autres choses, coudonc, heureusement, d'ailleurs. Julie, tu avais une question? C'est un commentaire. Moi, je me sens un peu heurtée dans votre façon. Vous avez tous des points très affichés. Puis, de dire les conseils de quartier, moi, je viens du Port, quand j'étais jeune, je restais dans ma part, aussi, le montage, tous les deux. Puis, je suis rentrée en banlieue. C'est comme tout le monde de banlieue, on a tout dans leur cours, qui disait ça rien. Je sais que tout le monde qui travaille, sont tous des universitaires, sont intervenus, ils font des jobs. Je pense qu'il y a différentes façons pour la citoyenneté. C'est pas parce qu'on reste en banlieue. Puis l'autre, ça fait une autre chose aussi. Je pense pas qu'en forçant les gens à participer, ça donne plus de plancher. Je pense que ça vient de deux pays. Quand on est concerné par les enjeux, on va participer, on veut le dire à nous, les conseils des syndicalistes. Je suis pas sûre que. Je me demande aussi d'avoir des points de vue si affichés, si ça m'a dit ça peut faire oui. Dans la salle, je veux dire, on a dit conceptions politiques différentes. Écoute, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Je sais que quand je dis ce que je pense, je heurte des gens, mais c'est ça, c'est ma vie, puis j'en ai rien contre les gens de banlieue, même si tu as reconnu dans la description que c'est plutôt en banlieue qu'on les retrouve. C'est sûr, dans Saint-Sauveur, les gens qui ont piscine dans le cours, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je n'avais pas de place pour en mettre une. Mais je comprends que la description va ressembler davantage. Puis moi, ce n'est pas le fait qu'il reste en banlieue ou pas. C'est la question de la vie collective ou fermée sur soi. Parce que souvent, nous, quand on était à l'administration municipale, c'était avant la fusion. Okay? Et on avait beaucoup de critiques sur le déneigement des rues, des trottoirs, etc., qui venaient habituellement de gens qui venaient travailler en ville. Puis, d'autres, ils ne payent pas de taxes à Québec, là. Mais ils déménagent tout pour venir travailler en ville dans le journée. Puis c'est eux qui nous critiquent que ce n'est pas nettoyé. Mais, comprends-tu, il y a toute une organisation. Puis la fusion, c'était ça le but de l'exercice. La fusion, c'est de faire payer tout le monde des services que tout le monde utilise. Et non pas juste les gens du centre-ville qui, soit dit en passant, avaient le revenu moyen le plus bas de l'ensemble de l'agglomération. Donc, il y a ça aussi comme... dans ma façon d'écrire les choses, c'est sûr que je prends des images, puis
J'ai toujours été un peu immaru, tu vois. Je suis moins intellectuel là, dans mes descriptions que Florence qui sait bien dire les choses. Moi, c'est pour ça que j'ai écrit là. Mais je comprends très bien ta réaction, puis j'espère susciter des réactions, mais pour moi, j'ai l'impression que j'ai réussi à faire des choses dans ma vie. Je me rappelle à un moment donné, je suis allé donner une conférence devant la Fédération comment je appelle ça, les regroupements professionnels de la santé, là, tu sais, les médecins, les corporations professionnelles de santé. Il y a une espèce de regroupement de ces corporations-là. J'avais donné une conférence à Trois-Rivières, il y avait 500 personnes dans la salle, des médecins, des infirmières, toutes sortes de ce monde-là. Et là, pour me présenter, la présentatrice, elle vient me voir, elle dit vous m'avez envoyé votre CV, mais j'ai pas vu vos diplômes. Justement, madame, j'en ai pas. Elle dit comment je vais vous présenter? J'ai dit, vous aurez seulement qu'à dire que je suis un citoyen. Je suis un citoyen. Fait qu'elle va me présenter, voici le citoyen physique. C'est un très beau titre, ça vous va bien? Ouais, ça va plus. J'ai fait ça aussi une fois, j'ai envoyé un texte au... Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est ça. Une fois, j'ai envoyé un texte au Devoir qui s'appelait Aimons la politique. Et j'ai décidé de le signer, mon nom, virgule, citoyenne. Après, j'ai des collègues qui m'ont écrit en disant qu'est-ce que c'est toi, mais pourquoi tu n'as pas mis professeur? Parce que je m'exprimais vraiment comme citoyenne. Tant mieux si j'utilisais mes connaissances de professeur, etc. Mais j'étais comme citoyenne. Puis par ailleurs, alors là, tu as dit quelque chose là qui me... Je veux dire, on a parfaitement le droit. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis je sais que pour mes étudiants, des fois, ça les énerve, etc. Mais ils finissent tous par comprendre. On a parfaitement le droit, comme professeur, comme conférencier, d'avoir nos opinions affichées. Je sais que dans la culture québécoise, le conflit, c'est difficile. Parce que les Québécois, ils aiment les choses lisses, ils aiment les choses paisibles. Ils sont pas... Et moi, c'est pour ça que j'aime le Québec. Parce que ça t'oppose de la France. Absolument. Mais, par contre, ce qui est difficile au Québec, c'est de faire émerger des positions claires. Moi, ce que j'essaye toujours, dans mon enseignement, les citoyens, j'espère que mes étudiants seront d'accord, c'est de faire émerger au moins des positions claires pour que, quand vous n'êtes pas d'accord, au moins ce sera clair pour vous aussi. Si je faisais tout le temps parler d'une espèce de bouillie neutre, vous ne voyez pas les enjeux, les positions, les choses qui passionnent, les enjeux décisifs, je ne ferais pas mon travail de prof. Je ferais un travail de bourrage de crâne. Pour moi, ce n'est pas ça une prof d'université, une prof de cours. Une prof, le but, les étudiants qui étaient avec moi en éthique le savent, j'en vois une ici, c'est de faire réfléchir. De vous amener là à vous déstabiliser, à vous perturber. Une étudiante qui m'a dit ça, vous me perturbez, madame, mais j'aime ça. Mais ça, on ne peut pas le faire si on reste à un niveau de bouillie neutre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi je prends position, mais tout le monde peut avoir des positions différentes. Et je peux argumenter, et en faisant ça, je traite les gens comme des citoyens, pas comme des inférieurs, des retardés mentaux qui ne sont pas capables de comprendre les vrais enjeux. Tu comprends? Déjà que c'est pareil. On traite les gens comme capables de comprendre et de débattre avec nous. Si on se fait tout le temps à aller vers le bas en disant « Oh, on ne va pas leur parler ». Comme hier, j'ai parlé pour la première fois du néolibéralisme dans mon cours d'éthique. Et à la fin, je leur ai demandé « Ça va? Ça vous allait ?» Je dis « Oui, j'osais. Plus ça va aller, plus je vais oser. » Je veux dire, non, en tout cas, c'est vraiment ma position pour des raisons éthiques. Mais je comprends très bien que dans le style, ça peut parfois déranger. Mais je veux dire, je le fais, comme je dis, je le fais toujours avec un grand sourire. Ça passe. Mais le deuxième élément dans ton commentaire, c'était la participation forcée. J'ai aucune intention de forcer qui que ce soit à participer. Et, je veux dire, je ne veux pas forcer les gens à participer. Je veux les convaincre de l'intérêt au point qu'ils vont avoir envie. Mes enfants, j'ai force à rien. C'est eux autres qui me demandent. Là, d'ailleurs, je vais vous dire, aux dernières élections, on avait sauté un souper familial, je ne me rappelle pas trop pourquoi. Puis là, les élections s'en venaient, puis là, il fallait faire le débat, on ne l'avait pas fait. Bien là, on a fait une réunion spéciale juste pour discuter de... On fait quoi avec ces élections-là, tu sais? Parce que c'était justement cette question-là. On fait quoi avec ces élections-là, là, après ce qu'on a vécu, tout ça?
c'est eux autres qui veulent avoir le débat. Mais c'est pas forcé, c'est la même chose. Moi, je reviens à votre commentaire concernant votre conseil de quartier. C'est quoi le problème? C'est qu'il n'y a pas assez de gens qui décident de se présenter. Fait qu'on se ramasse par quelqu'un qui va considérer juste son intérêt personnel. Vous savez qu'au Québec, 15% des municipalités au Québec, il n'y a pas personne qui se présente au niveau du conseil de ville. Et une grande, je ne sais pas le pourcentage, mais une grande majorité je suis dans une autre, avec un projet qu'on travaille dans une autre municipalité, dans Port-Neuf. Ça fait 3 élections de suite que les gens qui sont là sont réunis par acclamation. Personne d'autre veut se présenter. Donc, la démocratie, c'est pas juste la question du vote. C'est la question d'avoir le goût de se présenter pour la collectivité. Et ça, c'est en perte de vitesse aussi. Ça diminue. Donc, il y a un problème là sur lequel il faut se pencher. Et d'où vient-il? Comment on va faire le virage par rapport à ça? Il y a quelque chose de gros là à bâtir. Là, j'ai un gros problème, puis vous allez le gérer. Il me reste 10 minutes puis 3 questions. Serge, Jean-François et puis Simon. Puis, alors, des questions courtes, puis des réponses presque courtes. Après, on pourra revenir, par exemple. Ce qui est 11 heures, je vous propose une petite pause de 10 minutes, puis on reviendra avec les projets des étudiants, puis on pourra poursuivre la discussion. Sinon, on va se révolter. Sinon, on signe une pétition, ou d'autres votes, ou d'autres... Mais non, on peut continuer aussi sans pause, puis terminer plus tôt, là, c'est comme vous voulez. Très bien. C'est tout stimulant ces échanges-là, mais je me demande si des fois on ne se cloisonne pas en discutant de génération au lieu de discuter d'une époque. Parce que je sais que les baby boomers ont cette conception-là en grande partie d'une génération. C'est la moitié de la population pendant les années 60 et ont en grande partie dicté l'agenda pendant très longtemps. Mais aussi, je pense qu'on grandit dans un monde de prospérité où tout était possible. Alors que nous, je regarde les gens dans la salle, on a grandi dans les années 80, 90, 2000, où bon, c'est le néolibéralisme, c'est la chute du communisme, c'est l'ère de l'impossible. C'est l'ère de regarder le printemps arabe, ce que ça a donné, à fin de compte. C'est que malgré toute cette mobilisation, cet engagement-là, puis on a quand même maintenu là, un certain régime. C'est le seul endroit en Amérique du Nord où les frais de scolarité sont aussi bas, entre guillemets, là, mais relativement parlant. Mais en même temps, ça n'a pas changé grand-chose dans la culture politique au Québec. Je me demande si justement, il n'y a pas une partie du problème, c'est le fait qu'on voit la société encore en génération, mais on ne la voit pas comme une époque dans laquelle il y a un certain nombre de défis et on est un peu tous dans le même bateau. C'est-à-dire une société vieillissante. Nous, on ne peut pas ignorer les baby boomers, vous êtes encore très nombreux. Tout comme nous, essentiellement, on ne peut pas nous ignorer non plus parce que c'est nous qui avons l'énergie et qui allons occuper ces postes-là dans notre société. Donc, je me demande si, justement, le désengagement n'est pas générationnel, c'est pas juste un reflet de l'époque. Et si les solutions qu'on propose pour réhabiliter la démocratie ne doivent pas être des solutions qui, à fin de compte, rejoignent ceux qui ont de 9 ans à 99. Mais moi, j'ai parlé quand même beaucoup là, de comment le néolibéralisme s'est approprié la participation pour créer ce sentiment d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Et je vais vous rappeler quelque chose. J'ai relu, en tout cas, j'ai lu la biographie de Napoléon Bonaparte. C'est très instructif. Vous savez combien de temps a duré la Révolution française, en tout? Hein? 15 ans. Même pas. Hein, ça a duré, dans le fond, il a pris le pouvoir en 99, 10 ans. 10 ans. Et à la fin, c'est devenu la terreur, etc. Ouais. Ensuite, Napoléon a pris le pouvoir. Il a fait en 2 ans des réformes il a inventé l'école secondaire. Il a inventé le code civil. Des réformes là, qui sont encore aujourd'hui. En 2 ans, il a fait ça. Lui, il allait dans un endroit, il est allé à Malte, il est descendu du bateau, il a rédigé la constitution de Malte, il est reparti la semaine dernière, c'est toujours la constitution de Malte. Je veux dire, il n'y a rien d'impossible. L'idée même que c'est impossible, c'est un produit du néolibéralisme, qui nous dit qu'il y a des forces du marché, il y a des forces que les citoyens auxquelles ils ne peuvent pas résister, etc.
Et une étudiante qui m'avait dit une fois, m'avait dit, mais finalement le cynisme et le fait qu'on n'aille pas voter, ça rend service à ceux qui sont au pouvoir. Je lui ai dit oui. Elle avait compris quelque chose d'essentiel. Et donc le sentiment d'impuissance et d'incompétence que je sens si fortement là, dans notre société, c'est effectivement c'est un produit, c'est un construit d'une époque. Je suis parfaitement d'accord. Mais ce que je disais, la Révolution française, elle a duré 10 ans. Raté. Un empereur est arrivé, autocrate, Napoléon, là, autoritaire, génie de la gestion, là, mais autoritaire. Les gens qui étaient là à cette époque se sont dit c'est fini. On revient à la royauté, tout ce qu'on a acquis pendant la Révolution française, c'est fini, etc. Mais non, c'est juste que ça a pris du temps, mais toutes les graines étaient semées là. Toutes les graines étaient semées. Et moi, je suis certaine, là, que ce qu'on a vécu au Québec en 2011 avec les occupants, en 2012 avec le printemps érable, il y a des graines là qui ont été semées. Ça ne m'étonne pas que déjà le 29 novembre, il y ait de nouveau une manifestation. Moi, je me souviens de l'époque Charest, là, c'était pas si rapide, la mobilisation et les manifestations, là. Il y a des graines qui ont été semées, et moi, j'ai totalement confiance, je ne suis pas du tout pessimiste, et sauf si on ne fait pas comprendre que ce sentiment d'impuissance est un construit. Et ça, c'est le rôle des profs d'université, des intellectuels. Et quand je vois, hier, on avait dans nos séminaires un intellectuel conservateur réactionnaire, là, j'en pouvais plus d'entendre quand on a des gens qui vont mépriser le présent, ça, c'est intolérable. Là, c'est vraiment la faillite. La faillite des intellectuels, c'est de mépriser le présent, de mépriser les gens d'aujourd'hui. Au contraire, les jeunes, vieux, on s'en fout, là, tous ensemble. On résiste, comme tu dis, on a un ennemi qui veut nous faire croire que ce n'est pas possible de changer le monde. Luttons contre cette croyance ensemble. Puis après ça, on verra le monde qu'on inventera. Puis si, moi je le dis des fois, hein, si tout le monde, tous les Québécois veulent vraiment une société néolibérale, pas de problème. Je veux juste déménager, là. Mais pas de problème, je respecte ça, je suis comme Jacques, je veux forcer personne. Mais je veux que les décisions qui sont prises dans notre société soient prises par l'ensemble de la société, pas par une clique qui se maintient au pouvoir parce que les gens sont tellement écœurés qu'ils pensent qu'ils ne peuvent rien changer. Donc je suis tout à fait d'accord, mais sauf de dire qu'on vit dans le monde de l'impossible, non. Rappelle-toi la Révolution française. Je ferai quand même attention à mon analogie avec Napoléon puis Régis Labaume. Je suis ramollo avec cette analogie-là. Attends. Napoléon, là. Non. Napoléon Bonaparte, c'est mais vraiment, il avait une compréhension de la société, mais qui est inimaginable chez un politicien de notre époque. Peut-être Jacques, Jean-Paul. Je pense que dernièrement, il y a quelqu'un qui a défini à des jeunes, il disait, Napoléon, c'est vrai, comment je vous explique ça? Ben, c'est Régis Labaume avec un cheval. Comme... C'est une joke. Oui. Jean-François, tu avais une question? Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens encore parce que c'est difficile à formuler parce que moi, j'ai vraiment l'idée du comment on fait pour mettre ça en place, mais plus profondément, amener une participation plus quotidienne, plus normale. Parce que, tu sais, juste penser à mon quotidien, j'ai d'où je veux, là, mais maintenant, j'ai mes études à temps plein, j'ai ma job. Si je veux avoir une chance d'avoir un métier dans mon domaine, il faut que je m'implique dans mon domaine, il faut que j'écrive, que je publie, que j'ai une vie familiale, là, je suis marié, là, les amis, tout ça, autour de moi, j'essaie de me garder au courant, de mobiliser un peu mes amis, de les sensibiliser à certaines questions, mais quand est-ce que j'ai le temps d'aller à des assemblées de quartier, à des manifestations des affaires? Des fois, une fois de temps en temps, je prends le temps et j'y vais, mais je pense qu'il y a comme une structure sociétaire qui empêche une mobilisation plus en profondeur parce que il y a tellement de facteurs à prendre en compte avec la famille, les amis, mais on veut faire du sport pour se garder en forme, la santé, tout ça, qu'il faut qu'au final, quand est-ce qu'on a le temps, comment on peut réussir à implanter ça, parce que là, qui va à ces assemblées-là? Du monde qui vont prendre le temps, du monde qui sont très motivés, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça, mais qui ne prendront pas le temps et qui ne pourront jamais participer à ça. Et je pense que c'est le défaut un peu de cette culture participative-là qui ne réussit pas à s'implanter dans le quotidien des gens. Et c'est pour ça, juste une parenthèse, avant de te donner une réponse très précise, que quand même l'électronique, le clicktivisme, ça peut être utile. Alors, je pense que ce que tu dis là, c'est absolument essentiel. Et c'est même tellement essentiel que, je veux dire, c'est une conséquence directe, cette survalorisation du travail.
Parce que les gens qui participent, ils vont prendre sur leur temps de famille, sur leurs amis, sur leur repos, sur leur sport. Ils ne prendront jamais sur leur travail. On a une espèce de culte du travail, où on ne s'absente pas du travail pour une raison aussi petite que d'aller participer à un conseil de quartier, etc. Et donc, moi, j'avais une idée, dans le cadre de mon séminaire il y a quelques années, d'un projet de loi qui obligerait, je vous en avais parlé, je pense un petit peu, qui obligerait les entreprises à cotiser dans un fonds commun, et l'État à parité égale, qui dédommagerait les entreprises, qui laisserait au moins une certaine période par mois leurs employés pour des activités de participation. Autrement dit, quelqu'un pourrait demander légitimement un congé pour activité de participation à son employeur, et son employeur serait compensé par un fonds commun alimenté par tout le monde parce que c'est pour le bien commun. Et donc, il serait dédommagé. C'était une idée toute simple, là, mais en tout cas, j'en parle plusieurs fois, là, pour exactement résister à cette... Le travail nous bouffe, nous étouffe. Je me suis réveillée à 4h du matin pour finir mon texte, là. C'est la deuxième fois de la semaine, là. Le travail nous bouffe, puis j'ai 5 enfants. Hein. Le travail nous bouffe complètement. Si on veut faire autre chose, on n'a pas le choix, il faut trouver, résister. Ben, je trouve ça intéressant parce que je fais aussi la centrale. Beaucoup d'entreprises dégagent des employés à plein temps sur des périodes assez longues pour de la philanthropie. Que ce soit les centrales ou n'importe où. Toutes les entreprises aujourd'hui essaient de se donner une belle image en termes de philanthrope. Mais s'il fallait qu'on dégage des gens pour de la participation démocratique, c'est intéressant comme idée, là. Ça se fait déjà pour la philanthropie, pourquoi on ne le ferait pas pour la démocratie? Ben, ça fait peur au monde, ça. Ça va être beau. Ben, c'est ça, c'est pour ça que c'était mon idée. Je vais bon. l'envoyer aussi au Parlement et citoyens. Intéressant. Là, je pense que si on mettait une loi pour ça, on retomberait dans la question que je vous disais au début. Il y a un contre. Ce monsieur qui s'occupe de sa famille, ses amis, ses enfants, etc., mais qui ne va pas dans les conseils, est-ce que c'est un bon citoyen? Ça dépend où il s'implique, parce que un peu comme Florence le disait tantôt, il peut cliquer, il peut faire un tas de trucs, là. Même écrire dans les journaux, par exemple. Et ça se fait à la maison aussi, là. Bon, moi j'ai des enfants qui ont 3 enfants et qui sont très impliqués, mais c'est 2 enseignants qui ont des enfants, qui ont des cours à préparer, les activités physiques, tout ça. Ils ont trouvé des façons de se... Ils ne s'impliquent pas, ils ne vont pas au conseil de quartier. Ils ont choisi des endroits. Chacun choisit en fonction d'une espèce d'organisation de la vie qui permet de répondre à ses attentes sur sa propre qualité de vie aussi. Mais supposons que monsieur se tient en forme physiquement, etc., par responsabilité vis-à-vis le coût du service de santé. C'est-à-dire dans la mesure où lui prend soin de son corps pour ne pas devenir malade et coupable, etc., moi je trouve que c'est un bon citoyen. Excellent, mais si en plus il fait ça, cet exercice physique-là, la journée du 29 novembre, il vient la faire avec nous. Ça va être merveilleux parce que ça va ajouter au sens. Ça va donner un sens supplémentaire à cette économie qui fait faire à l'État. Parce que, dans le fond, je regardais, quand je vous disais que mes petits-enfants vont être là, pourquoi les petits-enfants vont être là? C'est parce que là, les grands-parents ne peuvent pas garder pendant que les parents s'en vont faire autre chose. Donc, on porte tout le monde ensemble et on amène les petits-enfants. C'est une organisation. Donc, chacun va avoir sa façon de s'organiser et sa façon de s'impliquer. La seule chose que je peux te dire, c'est si tu n'as pas trouvé, à la limite même, cette explication-là pour organiser ta vie, ben, il y a quelque chose, il manque un bout. Il manque un bout. Trouve-le. Trouve-le selon toi, ta façon d'organiser. Bon, je vous disais, écrire dans les journaux. J'ai un genre, lui, il écrit. Il enseigne, il écrit, et il écrit. Là, il va avoir un texte de publié de lui dans le Devoir samedi. Très intéressant. Oui, et puis, dans le titre, il y a Coder et la bombe. Puis attends, mais un des exemples
il y a beaucoup de gens qui commencent leur implication dans les conseils d'administration des CPE, des garderies. Moi, j'ai commencé comme ça. Je me suis mise tout simplement sur le conseil du CPE de la fille. Puis là, j'ai découvert la participation, puis voilà où je suis rendue là. Et je ne suis pas la seule. Il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça. Puis tu vas à pied. Alors tu fais ton exercice physique en allant à pied à la garderie. J'ai l'impression qu'il faut commencer jeune aussi, pour qu'on développe le goût. Hein? Qu'on développe le goût un peu de ça aussi. Parce qu'une fois qu'on commence, on est accroché. On ne peut plus s'en laisser. Vous entendez encore, vous siégez à 10 000 conseils d'administration, c'est très valorisant. Puis tu as vraiment l'impression de contribuer à sa communauté. Moi, je sais que c'est comme ado que je me suis engagé. Puis là, je suis ouvert à la vie. Simon, c'est à ton tour. Oui, on va essayer de faire ça vite. Ben là, vous aurez compris qu'ils m'ont peinturé dans le coin. Si j'arrêtais la discussion, j'aurais l'air d'un fonctionnaire des évasions barbares. Puis non, regarde, on va continuer là, parce que je pense que quelques-uns vont avoir le même problème de questions que ça nous arrive, ce style de discussion-là. Il y a deux choses moi, qui m'ont accroché. On a parlé du 29. Puis vous comprendrez pourquoi je vais revenir sur le 29, les vigisseries. Mais cette question-là de sens communautaire, de penser comme un groupe plutôt que le simple individu dans son confort, me ramène à une très brève histoire que je vais vous raconter qui s'est passée hier soir, puis qui arrivera à une question. Il y avait un exercice en sens des prix démocratiques à la fois une assemblée générale d'un syndicat. Des auxiliaires d'enseignement, de recherche et administratif ici à l'Université Laval. Ils sont sortis de travail depuis cet été. Il y avait un vote de grève. Dure décision, on en compte. Une seule journée de grève était proposée, le 26. Mettons pour faire se réchauffer pour le 29. C'est bon. La première question qui est venue, c'est ouais, mais moi, si je corrige des copies de chez nous le 26, c'est correct. Puis ce style de commentaire-là est venu souvent. Bon, pour essayer de trouver la limite. Ouais, mais si je le fais comme ça, puis si je le fais comme ça. Le 26, c'est une journée de grève. Si l'Assemblée générale dit on s'en va en grève, si tu travailles pour un scandale. Mais c'était cette espèce de sens-là de dire oui, je sais que je ne suis pas réellement là pour que mon horaire est atypique, fait que je pourrais un peu négocier ça. Non, c'est pas de grève parce qu'il va y avoir des grandes manifestations, il va y avoir un grand dérangement sur le campus, puis c'est ce qui arrivera, puis c'est pour te permettre de venir. Face à ces comportements-là, je me demande comment on fait. Non, on ne peut pas obliger des gens à vouloir s'impliquer. Déjà, il était impliqué. Il faisait partie de cette assemblée générale-là, puis on est venu débattre. C'était déjà un bon pas. Mais on fait quoi? Parce que là, c'est l'exemple d'un syndicat, mais c'est l'exemple ô combien de fois. Ah, mais ça ne me concerne pas réellement. Où le travail est plus important. On n'arrive pas à arrêter de travailler, même pour une cause. Surtout quand on parle d'une grève. Donc c'est directement lié. Ce qui est en cause là-dedans, c'est ça ne me concerne pas. C'est le gros problème des perceptions. Comment est-ce que le syndicalisme, pour revenir à ça, si on laissait libre tous les membres de tous les syndicats du Québec de payer ou non leurs cotisations, vous comprenez qu'on tue le mouvement syndical. Pourquoi il existe cette loi qui exige que tout le monde qui est dans un syndicat paye sa cotisation? Parce que si on le laissait libre, tout le monde, la majorité des gens, n'ont aucune culpabilité à voyager gratis dans un train que les autres paient. Et la question des fusions municipales, du pacte fiscal, tout est derrière ça. Tout le monde veut payer le moins possible tout en ayant le maximum de services. Dans sa petite plaquette, lisée, quand il a fait les 15 arguments là, pour abattre, je ne me rappelle pas pourquoi, en tout cas, toujours est-il, il fait juste le calcul mathématique.
des services qu'un Québécois reçoit, mathématiquement, ça vaut quoi? Les services moyens qu'un Québécois reçoit versus les impôts qu'il paie. Et la démonstration est d'une simplicité à tout casser. On reçoit plus que ce qu'on paye en impôts en service de l'État. Mais on trouve qu'on paye trop. Ben tant qu'à ça, je veux pas qu'on m'enlève les services que moi, j'ai pas besoin. T'sais, moi, j'ai un puits. Je veux pas avoir l'aqueduc dans la ville, je paye pas. T'sais, moi, j'ai pas d'enfants. Je veux pas payer pour l'éducation. Donc, cette perception de l'impact sur moi de tout le reste. Les syndicats ont fait qu'aujourd'hui, des gens non syndiqués ont des salaires à un niveau qu'ils n'auraient pas si les syndicats n'auraient pas été là. Ça, tout le monde le sait. Que ce soit par rapport à n'importe quelle situation, que ce soit par rapport au statut des femmes, c'est celles qui se sont battues qui ont fait qu'on a évolué. Que ce soit par rapport aux droits des enfants, c'est ceux qui se sont battus qui ont fait que tout le monde les a eus. Mais on ne veut pas prendre conscience de ça. Donc, on accepte, sans culpabilité aucune, de voyager gratis dans le train. Mais débarque-nous pas du train, par exemple. Hey, là, je sais, puis enlève-moi pas mon fauteuil. C'est ça le problème qu'on vit actuellement. Si les gens avaient cette perception-là, et il y a un travail pédagogique que l'État a à faire par rapport à ces services-là, mais on s'organise pas le faire. Le discours, c'est on va s'organiser pour t'en prendre moins dans tes poches. On va te remettre de l'argent dans tes poches. Le contribuable. Parce qu'on est des contribuables. On n'est pas des... on n'est pas des bénéficiaires des services. On est des contribuables. On est celui qui paye la facture. Mais ce que je reçois comme ça... Moi, quand on était au Conseil Santé Bien-être ensemble, c'est là que j'ai commencé mon cycle. Une de mes suggestions, c'est que chaque année, tout Québécois devrait recevoir à la fin de l'année une facture qu'il n'aurait pas à payer, mais de ses services médicaux de l'année, de ses services d'éducation de l'année. On recevoir une facture. Toi, citoyen, tu nous as coûté cette année tant. Juste ça, on changerait complètement la perception de l'État chez les citoyens. Parce que c'est vrai que des années, l'éducation, tu nous as pas coûté cher, mais il y a des années, tu nous as coûté cher en maudit. Et fais le bilan de ta vie, tu vas t'apercevoir que ce que ça t'a coûté comme impôt, là, pas cher par rapport à ce qu'on t'a donné. Et ça, on ne veut pas faire ça. Ça coûte cher. Ça fait penser le monde. Ça, je dis, j'en reviens toujours à ce qu'on disait. Écoute, un ministre qui nous dit qu'on va couper le milieu du communautaire parce qu'il y a bien trop de monde qui pense là-dedans. C'est ça. Penser, ça coûte cher. Et juste pour dire que, Simon, si tu te rappelles, moi j'ai distingué 3 conceptions de la citoyenneté. Celle que cette personne, dans le fond, porte en elle, c'est la deuxième, c'est le citoyen client, si je bien décrire Jacques. Mais moi, je le sais, parce que j'observe la société. Puis on a eu une séance de séminaire tout à fait passionnante sur les nouvelles formes de démocratie. Il y a d'autres façons de penser. Il y a des gens qui pensent différemment. Tous ceux qui sont mobilisés pour préférable, ils existent aussi. Donc il ne faut pas que tu déduises de cette personne-là qu'il y a, je veux dire que c'est forcément que tout le monde pense pareil, etc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de manque de temps, manque de confiance en soi, sentiment d'impuissance. Je pense que le sentiment d'impuissance retient beaucoup les gens de participer. Comme mes enfants, là, qui me voient m'agiter constamment, puis qui disent, mais à quoi ça sert, tu sais? Et là, moi, je suis au plan des graines. Peut-être que ça va être juste dans 15 ans que ça va avoir cheminé, là, mais je ne déduirai pas d'une conception de la citoyenneté que tu rencontres qu'elle est dominante. Donc si tu le fais, là, c'est dans le fond c'est de reconnaître que le néolibéralisme a gagné, que le discours du gouvernement ouvert, cette conception, dans le fond, instrumentale de la participation a gagné. Donc tu lui dis, il y a d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de vivre ta citoyenneté que de te préoccuper, dans le fond, de ta carrière et de ton... Mais ça exige, par exemple, d'une société plus juste. Il y a tellement d'idées qui existent là, pour faire une société plus juste, que tout le monde ait un revenu minimum garanti, par exemple. Vous savez qui défend cette idée? Le revenu minimum garanti pour tous? Notre nouveau ministre de l'Emploi.
Alors lui, il va falloir discuter, quand il sera plus ministre, il va falloir discuter avec lui de son contact avec la vraie politique. Hein, François Blais. J'ai entendu une conférence François de Blais, lui sur le sujet. François Blais, professeur de sciences politiques ici, qui a écrit, qui est le défenseur de cette idée, et qui se trouve ministre de l'Emploi, où il coupe, dans le fond, les aides aux personnes les plus vulnérables. Ah, là, c'est sûr que quand on voit des choses comme ça, on s'accroche pour aimer la politique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme pour le féminisme. Il y a plusieurs féministes. Il n'y en a pas forcément un qui domine. À un moment donné, les féministes radicales, dans les années 60, étaient très dures, même vis-à-vis des femmes qui n'embarquaient pas dans leur discours radical. Ça jouait dur, là, entre femmes. Il y en a d'autres qui disaient non, il y a plusieurs façons d'être féministe. Plusieurs, y compris dans les pays du Sud, les pays du Nord, etc. Il n'y a pas de raison qu'une forme soit appropriée comme la seule valable par rapport à d'autres. Donc, les mots ont de l'importance même dans le combat politique. Oui, mais c'est l'espèce de contradiction parce que je me rendais bien compte. On était tous là, il y avait un peu moins de de personnes. Cette personne-là s'est déplacée, ces personnes-là se sont déplacées pour participer à cet exercice démocratique-là. Donc, ils exercent ce pouvoir. Non, mais ils venaient sûrement s'informer, comme plein de profs, c'est pareil, ils venaient sûrement s'informer c'est quoi les chances que mon salaire augmente, de combien, etc. Oui, mais je te signalerais que si moi je tombe en grève, là, puis que je ne suis pas capable de corriger, on me dit que je ne peux pas corriger mes étudiants, tu vas être le premier à t'en plaindre. Cette pression-là, elle existe sur tout le monde, elle s'exerce sur tout le monde. Monsieur Renaud, je pense, vous aviez demandé la parole. Je peux tout exprimer, mais très bref. J'aurais aimé répondre au monsieur qui a posé la question à quel âge on devient citoyen. Moi, j'ai un enfant de 8 ans. Puis quand je parle à l'année, il est le premier prêt à partir. Parce qu'il dit on va aller voir nos amis. Il voit les enfants, les jeunes qui sont morts. C'est ce qui voulait dire, je pense, Roger. Puis je vais revenir sur le statut social qui s'exprime par le travail. Moi, j'ai fait le choix de m'engager plutôt que de travailler. Ça passe très peu en société. Et quand les gens me demandent qu'est-ce que tu fais, j'ai 10 tonnes de merde pour garder, je peux t'en décrire, mais il arrive à la fin et il me demande encore qu'est-ce que tu fais. Parce que je n'ai pas parlé de travail rémunéré. Si c'est pas rémunéré, tu fais rien. Bon. Mais souvent, je réponds, comme ma mère disait avec ses 11 enfants, j'ai tellement d'ouvrages que j'ai pas le temps de travailler. Puis, mon citoyen en plein. La facture de santé dont vous avez parlé tantôt, moi j'ai travaillé très fort dans le cadre des partis politiques pour que quand on sort de l'hôpital, on signe le livre comme quand on signe notre carte de crédit. Juste pour voir le chiffre. Pas pour le payer. Juste pour voir le chiffre de combien ça a coûté de professionnels de la santé, de location de chambre, puis de. Juste le chiffre des jeunes, je trouve. Ça serait. C'est pas compliqué quand la carte est passée, s'il y a juste un montant à côté, ça ne sera pas très compliqué. Mais ça n'a pas passé dans les mœurs. Merci. Moi, quand j'ai accouché pour une année, j'ai eu cette facture. C'est ça, aussi, monsieur. On l'a déjà eu. C'était dans les années 60, je pense. Ceci n'est pas une facture. C'est ça. J'avais toutes les taxes avec Quand ma mère est décédée, j'ai eu ça. Et à ce moment-là, il y avait des restrictions. Il fallait que je demande à la famille de m'apporter du jus, de m'apporter des vêtements, d'apporter tout ce qu'il me fallait parce que l'hôpital ne me donnait pas. Je retournais à l'hôpital récemment et tous ces services-là, je m'attendais à ce qu'on me dise apporte ton jus, on va faire du jus. Et j'ai été, je me dis entre les deux, c'était entre 30 ans, même la différence. On leur donnait du jus, j'en avais besoin, le téléphone cellulaire, j'en avais besoin. Des fois, je n'avais droit à rien, même le téléphone, il fallait que ça se mettait. Je l'ai eu, cette facture-là. Le choc, quand je l'ai eu, je l'ai montré à tout le monde en disant, regardez, parce que des fois, on lit pas ceci est une facture, n'est pas une facture, hein, on lit le montant. Et je l'ai montré à ma mère et aux enfants en disant, regarde, ça t'aurait coûté. Ça coûtait quand toi t'es accouché, parce que ma mère est accouchée à payer. Je pense qu'on a oublié, quand c'est gratuit, en guillemets, on a oublié que tout le monde paye pour nous. Et c'est ça peut-être de rappeler que dans le fond, c'est pas gratuit l'enseignement, c'est pas gratuit la santé. Parce qu'on contribue, tout le monde contribue, et c'est tant mieux. Il faut contribuer. Aujourd'hui, je suis contente que les femmes aient pas avoir ce plus par rapport à ça. Ma mère était très contente que je retouche, ça ne coûte rien, alors qu'elle devait payer. Elle couchait à la maison, ça peur d'aller à l'hôpital. Je pense qu'on oublie tout ce cheminement-là parce que c'est devenu comme banal et c'est plus un combat. L'accès à la santé, ce n'est plus un combat.
Il y a d'autres combats qu'on doit mener. Et pendant ce temps-là, on gruge ça. C'est très combat l'accès à l'éducation. On a dû nous vivre des femmes. On a dû combattre, on a accès à ça. Tout le monde a eu accès, c'était gratuit. C'est plus devenu un combat. On a d'autres combats à mettre parce que c'est plus prioritaire. On a accès, c'est gratuit. Est-ce que c'est menacé? Oui. En soit menacé, ça va devenir un combat. Parce que c'est. Bon, là, la solution, c'est beau, Ginette. Quelle belle idée de révolution, là. On retire tout ça, puis. Moi, ceux qui me disent que c'est pas trop d'impôts, je leur demande de 4 semaines. Personne ne donne le nom. Vous avez l'air tout bien dans votre relation. On a refait le monde, c'est parfait. Quand même. Quand même. Je ne sais pas comment vous remercier personnellement. Puis, je ne suis pas nouvelle arrivée, là. De ce que vous avez dit, je suis à peu près certaine que je ne connaissais pas 5%. Alors, je vous remercie. Vous m'avez